je vais accueillir Nicole Darmon, qui est directeur de recherche à l'INRA, et qui travaille justement sur ces régimes bons pour la planète et bons pour le consommateur. Merci beaucoup pour l'organisation de cette journée, pour m'avoir invité. Je vais donner en fait la vision d'un chercheur en nutrition qui a commencé à travailler sur la question de l'alimentation durable il y a 5-6 ans, au moment où l'expertise collective du Aline a été lancée. Donc je vais plutôt quand même parler beaucoup de nutrition et comment la nutrition, ou une bonne nutrition, est compatible avec les différentes exigences, sous quelles conditions elle peut être compatible avec les différentes exigences de l'alimentation durable. Donc en termes d'alimentation durable, nous sommes partis de la définition de la FAO, donc qui indique qu'une alimentation durable doit être effectivement bonne pour la santé, bonne pour l'environnement, mais aussi, c'est important, on l'oublie souvent, compatible avec la culture, acceptable socialement et culturellement, et puis compatible avec le bon fonctionnement de l'économie et abordable pour les individus. Donc là, en fait, ce que j'ai mis sur cette diapo, c'est donc ces 4 indicateurs résumés. L'idée, c'est de voir comment on pourrait les rendre compatibles avec des observations, des simulations. Et je vais vous montrer les différents travaux qu'on a menés justement en utilisant ces 2 types d'approches, soit donc l'observation en se basant sur les techniques, les approches empruntées à l'épidémiologie nutritionnelle, soit des modélisations. Alors ce que j'ai mis tout autour des labels là, ce sont les variables, les indicateurs qu'on a pu collecter, puisque il va falloir avoir des données. Ces données sont dans des bases de données qui peuvent être hétérogènes. Et donc le premier travail, ça a été d'identifier des variables qu'on pouvait relativement facilement obtenir et de les compiler dans des bases de données ou une même base de données. Bon, en fait, on en a fait des bases différentes un petit peu selon les études, mais globalement le principe est le même. On est allé prendre des données dans l'étape de composition nutritionnelle, dans les données d'enquête, en particulier l'enquête nationale 1K2, pour avoir justement une bonne vision de l'acceptabilité sociale à travers les régimes observés, des données de prix, et puis les données environnementales qui ont été développées dans le cadre du programme d'ANR OCAD. Et là, les données d'enquête de l'environnemental que je vais utiliser sont des données qui ont été obtenues à partir d'une approche hybride, analyse de cycle de vie et approche input-output, en faisant l'hypothèse que les aliments sont des aliments génériques obtenus de façon conventionnelle et représentatifs du marché français. Donc, qu'est-ce que nous avons fait avec l'épidémiologie nutritionnelle? Donc, l'épidémiologie nutritionnelle, c'est recueillir des données auprès d'une population, si possible, représentative. Là, c'était donc l'enquête 1K, qui est représentative de la population française. Nous avons donc, à travers ces enquêtes-là, des données sur les habitudes de consommation des individus. Nous avons travaillé sur les adultes uniquement pour l'instant, et nous avons croisé ces données avec des données d'impact carbone, mais aussi d'acidification, eutrophisation obtenues par le même type de méthodologie. Et la première chose que nous avons voulu faire, c'est de voir s'il était possible d'estimer l'impact carbone journalier des diètes individuelles des Français avec ce croisement d'impact carbone alimentaire générique et les données de consommation. Donc voilà les premiers résultats que nous avions obtenus dans le cadre de Dualine à l'époque. Et la première surprise, ça a été de voir que les hommes impactaient plus que les femmes. Et la deuxième surprise, ça a été de voir qu'il y avait une grande variabilité de l'impact carbone des diètes individuelles.
Alors en fait, que les hommes impactent plus que les femmes, ben, finalement, c'était pas tellement étonnant parce qu'ils mangent plus. Et justement, cette variabilité, une très grande part de cette variabilité est portée par les quantités, le différentiel entre les quantités consommées et les apports énergétiques consommés par les individus. C'est ce qu'on voit sur ces diapos-là. Vous voyez, c'est assez rare d'avoir des corrélations de cet ordre-là dans les enquêtes épidémiologiques, avec des corrélations très fortes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les quantités ou les apports énergétiques qui jouent. Bien sûr, la structure de la diète et notamment le fait qu'elle soit plus ou moins végétale, contienne plus ou moins de produits animaux, notamment des produits issus de l'élevage bovin, va changer considérablement l'impact carbone des diètes. Mais je pense que c'est quand même important d'avoir en tête ces corrélations entre la quantité ingérée, et encore plus avec les apports énergétiques ingérés et l'impact carbone individuel des diètes. Donc le premier message qui vient immédiatement à l'esprit quand on voit ce type de graphique, c'est qu'une très bonne façon de réduire l'impact environnemental de nos assiettes, ça va être de manger moins, de gaspiller moins. Alors ensuite, évidemment, on a voulu croiser avec la nutrition. Et ce que nous avons fait, c'est différentes choses, mais là je vous montre un résultat un peu emblématique, qui a été la corrélation entre les indicateurs de qualité nutritionnelle de la diète et l'impact carbone des diètes. Donc toujours chez nos adultes, 1K2. Le mean adequacy ratio est un indicateur de bonne qualité nutritionnelle. Il estime la couverture des besoins en nutriments essentiels, fibres, vitamines, minéraux, acides gras essentiels. Le mean excess ratio est un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle. Il va estimer les apports en acides gras saturés, sel et sucre ajouté. La densité énergétique est un indicateur tout simple, c'est la quantité de calories pour 100 grammes, et c'est aussi un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle, puisque plus l'alimentation est dense en énergie, plus le risque de surconsommer des calories par rapport à nos besoins est élevé. Et donc là, encore une surprise, nous avons été étonnés de voir que, contrairement à nos attentes, l'impact carbone des diètes était positivement corrélé à la bonne qualité nutritionnelle et négativement corrélé aux indicateurs de mauvaise qualité nutritionnelle. Alors ensuite on a pu décortiquer cela et l'expliquer partiellement, mais en tout cas ça remettait quand même en cause ce qu'on entend partout et qui nous empêche un peu d'aller plus loin finalement si on s'arrête à cet énoncé simple que si une diète est bonne pour la santé, elle sera forcément bonne pour la planète. Et surtout, si une diète est très végétale, elle sera forcément bonne pour la planète et bonne pour la santé. Et donc là, je vous montre le type d'illustration qui véhicule cette vision un peu simplificatrice. C'est les pyramides inversées de Barilla. Et le message, c'est que ce qu'il est recommandé de consommer en grande quantité, c'est super parce que c'est les aliments les moins impactants, donc fruits, légumes et féculents. Et ce qu'il est recommandé de consommer en petite quantité, la viande rouge et les produits sucrés, c'est bien aussi, tant mieux, ça va dans le bon sens, puisque ce sont les aliments les plus impactants. En fait, il y a un défaut de raisonnement là-dedans, c'est presque vrai, mais c'est pas complètement vrai. Ce qui n'est pas totalement vrai, c'est que les aliments qui sont tout en haut de la pyramide, là, ce qu'on déconseille de consommer très fréquemment, c'est-à-dire les produits très gras, très sucrés, très processés, finalement les produits à base de sucre, de farine blanche et de sel, eh bien, ce sont des aliments très peu impactants, contrairement à ce qui est sous-entendu dans ce graphique. L'autre problème aussi vient du fait de la base de cette pyramide. Les fruits et les légumes sont des aliments peu impactants pour 100 grammes, mais quand on fait le calcul pour 100 kilocalories, or nous avons besoin de calories pour vivre, eh bien, ils ne sont plus aussi intéressants en termes d'impact environnemental. Donc, attention au message simplificateur, et les premiers résultats qu'on a eus nous ont appris justement à faire un peu plus attention à ça.
parce que souvent, en fait, dans la littérature, je dirais jusque dans les années, justement, quand on a commencé à travailler, on avait surtout des visions un peu dichotomiques. D'un côté, la bonne nutrition, et de l'autre côté, la diète western, le fast-food, etc. Or, personne ne mange ni tous les jours comme la figure de gauche, ni tous les jours comme la figure de droite. En réalité, le problème aussi, si on revient à cette idée cette relation entre l'impact carbone et les quantités ingérées, c'est que ce qu'on vous dit pas, c'est que pour manger équilibré, au titre des recommandations actuelles, eh bien, il faut manger beaucoup. Il faut manger des grandes quantités d'aliments peu denses en énergie. Donc, si je prends un homme qui a des besoins de 2300 kilocalories par jour, s'il veut couvrir ses besoins avec une alimentation idéale comme celle-ci, il va falloir qu'il ingère presque 2 kilos d'aliments par jour. En revanche, s'il allait manger tous les jours au McDo, sans compter les boissons, il faudrait qu'il ingère moins d'1 kilo d'aliments par jour. Donc en fait, la réalité se situe bien sûr entre les deux, et la solution, elle va se situer entre les deux. En tout cas, pour l'alimentation durable en France, c'est un peu dans ce sens-là qu'on a cherché, on a essayé d'éviter d'aller vers les extrêmes, tout de suite en tout cas. Donc, il va falloir agir à la fois sur les quantités, on a vu que c'est très important, et bien sûr sur les choix alimentaires et les différentes contributions respectives des groupes d'aliments. Alors en fait, bon, c'était un peu négatif comme constat, donc ensuite on a voulu, toujours en utilisant l'épidémiologie nutritionnelle, identifier, regarder si au sein de la population aujourd'hui, telle que les gens consomment en France, on pouvait quand même identifier certains individus qui, on les a appelés des déviants positifs, dans le sens où c'est des gens qui font pas tout à fait comme la majorité de la population, et dans le bon sens. Dans le bon sens, pourquoi ? Parce que on a cherché des gens qui avaient à la fois une alimentation de bonne qualité nutritionnelle et une alimentation peu impactante. Pour la qualité nutritionnelle, on a pris un indicateur global qui s'appelle le PAN Diet, et pour l'impact, on a pris l'impact carbone des diètes. Donc en fait, on a trouvé, en croisant ces deux exigences, à peu près 20% d'adultes qui rentraient dans ces deux catégories, d'avoir une qualité nutritionnelle supérieure à la médiane et un impact carbone inférieur à la médiane. Et la caractéristique en termes de consommation alimentaire, c'est qu'ils mangent moins. Bon, ça, c'est pas trop surprenant, mais on l'a confirmé, à peu près 200 ou 300 kilocalories de moins. Et ils mangent différemment par rapport au reste de la population. Alors, ils ont une plus faible densité énergétique, ce qui pourrait sembler étonnant vu ce que je vous ai dit sur les relations entre poids et impact carbone, mais la faible densité énergétique est importante si on veut avoir la qualité nutritionnelle. Donc en fait, on a isolé des personnes qui ont une alimentation assez intéressante parce qu'ils arrivent, malgré la faible densité énergétique de leur alimentation, à avoir un faible impact carbone. Et une autre surprise, ça a été quand on a regardé et on a mis en parallèle les contributions des différents groupes d'aliments à l'apport énergétique de ces personnes. Donc là, finalement, on a ajusté, on a mis de côté le fait qu'ils consomment moins d'énergie, on compare comme si on était à calories égales. Une autre surprise, ça a été de voir que c'est pas si différent. C'est-à-dire que ces personnes qui ont un impact 20% inférieur, finalement, on voit des différences avec les statistiques, qui vont dans un sens qui est logique. Ils consomment moins de produits de grignotage, un peu moins de plats préparés, ou de plats cuisinés mélangés, plus de féculents, plus de fruits et de légumes, et bien sûr, ils consomment moins de viande, mais aucun groupe n'est supprimé. En revanche, vous voyez que la part des produits à base de végétaux est plus élevée chez ces personnes-là, et intéressant, le coût n'augmente pas, même il est plus faible. Donc, si on a un petit indice
sur la dimension économique de la durabilité de cette diète, il est effectivement lui aussi positif. Donc voilà, 20% c'est bien, en même temps c'est pas beaucoup, une baisse de 20% de l'apport énergétique. En plus, ces 20% de personnes, peut-être qu'elles sont particulières par d'autres aspects, on n'a pas été trop fouillé cela, et finalement on peut se demander si le reste de la population serait enclin à suivre ces patterns alimentaires, et là pour ça il faudrait sans doute faire des études d'intervention. Alors la question d'après, c'est une question donc pour aller un petit peu plus dans le prospectif et voir si on pourrait aller plus loin qu'une baisse de 20% d'impact carbone dans nos diètes. Et donc puisque dans l'observé on a un petit peu, enfin voilà, on a trouvé ces individus-là, mais on voulait pas aller chercher des individus qui seraient super particuliers et qui ne seraient pas représentatifs. On a préféré adopter une approche plus généraliste en utilisant la modélisation de rations avec programmation linéaire ou non linéaire d'ailleurs, parce que parfois on a besoin d'approches d'équations qui ne sont pas linéaires. Bon, rapidement sur qu'est-ce que c'est que la modélisation de ration. On part d'une ration observée qui peut être une ration moyenne d'une population ou bien des rations individuelles. Les variables, ce sont les aliments consommés et les poids qui correspondent, et on va appliquer un certain nombre de contraintes pour les résultats que je vais vous montrer là. Les contraintes, c'était on voulait obtenir à partir de ce panier observé un panier qui ait la même quantité d'énergie, qui s'éloigne le moins possible du pattern observé en termes d'équilibre des grands groupes et sous-groupes d'aliments, dont l'impact carbone soit progressivement réduit, dont le coût ne dépasse pas le coût observé, et surtout qui respecte, enfin je dis surtout parce que je suis nutritionniste, qui respecte toutes les recommandations nutritionnelles. Donc en fait on a à la fois une correction, puisque le panier observé ne respecte jamais l'ensemble de toutes les recommandations nutritionnelles, une correction sur le plan nutritionnel, et une baisse progressive de l'impact carbone. Donc la fonction objective, c'est de minimiser cet écart entre l'observé et l'optimisé, et la réponse, ça va être soit d'augmenter la présence de certains aliments, les quantités de certains aliments, soit de réduire, voire de supprimer certains aliments, quand c'est strictement nécessaire. Donc voilà les résultats. Alors vous êtes peut-être étonnés de voir que la plupart des courbes sont plates. En fait, c'est normal, c'est le modèle qui veut ça. Nous partons d'une diète observée qui est ici, ce sont les points qui sont séparés du reste. Vous voyez par exemple que dans l'observé en France, on a une consommation d'à peu près 350 grammes par jour de fruits et légumes et d'à peu près 200 grammes par jour de féculents. À partir de ce panier observé, on va donc appliquer le modèle dont je vous ai parlé. Et en fait, ce qu'on a demandé au modèle, c'est d'essayer de garder la structure en termes de groupes d'aliments et de poids respectifs des groupes d'aliments. C'est pour ça que tant qu'il le peut, pour chaque groupe d'aliments, il va rester à l'observer. Après, c'est un choix méthodologique, on peut en faire d'autres. Mais au moins, ça permet de voir quels sont les groupes d'aliments sur lesquels il a vraiment prioritairement besoin d'agir pour respecter ce qu'on lui demande, les exigences qu'on lui demande. Dans une première diète, on lui demande juste de corriger de façon à atteindre les recommandations nutritionnelles, et finalement, il se débrouille très bien en augmentant juste les fruits et légumes, et puis en faisant évidemment des ajustements à l'intérieur des groupes que je vais vous épargner. Puis, on va lui demander progressivement de réduire l'impact carbone, et en fait, on voit qu'il va jouer essentiellement sur la consommation, la quantité globale du groupe des produits carnés. Évidemment, je rappelle, mais c'est important, il y a quand même des ajustements à l'intérieur des autres groupes. Donc finalement, jusqu'à 30-40%, il arrive à maintenir cette structure globale, qu'on n'a pas imposée, mais on a demandé d'essayer de s'en écarter le moins, en augmentant les fruits et légumes de façon quand même assez considérable, mais c'est surtout pour la nutrition, et en baissant les viandes
et le poisson n'est pas baissé pour des raisons nutritionnelles en fait, et là essentiellement pour l'impact carbone. Donc voilà. Et après, on a voulu savoir, bien sûr, si on pouvait aller plus loin et surtout quel était le minimum de réduction qu'on pouvait attendre. Donc, dans nos modèles, on peut arriver jusqu'à 70% de réduction de l'impact carbone. Je vous montrerai pas les résultats à 70% parce qu'on est dans l'extrémisme très théorique. En revanche, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe à 60. Donc, vous voyez déjà que dès qu'on passe à 50 et 60, ça commence à bouger. Le modèle est complètement déstabilisé. Il faut vraiment changer le pattern alimentaire. Donc, il faut augmenter les féculents, pratiquement supprimer les produits animaux, mais certains restent quand même. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous avez ici le graphique de l'équilibre à moins de 60% d'impact carbone. Comme je vous le disais, augmenter les féculents, augmenter les fruits et légumes, baisser les plats préparés. Et vous serez peut-être étonné de voir que en poids, les produits laitiers ne bougent pas, et les produits gras, sucrés, salés, les produits de grignotage ne bougent pas non plus en poids. Alors après, il y a des ajustements à l'intérieur qui font que le modèle arrive quand même à respecter les recommandations nutritionnelles et la baisse d'impact carbone. Mais cela vous rappelle un peu ce que je vous disais sur la pyramide Barilla, c'est-à-dire que malgré tout, ça va être difficile d'avoir une alimentation très faible en impact carbone, et à la fois en évitant totalement les produits gras et sucrés, parce que enfin voilà, là on voit par exemple qu'il n'a pas eu besoin de les baisser. Alors, en ce qui concerne les perspectives et les limites, ça va ensemble. Donc, j'ai fini. Juste pour vous dire que on continue à travailler. Évidemment, c'est toujours l'aspect nutrition, voir comment on peut développer le volet nutrition, la dimension nutrition, pour vérifier sa compatibilité et les conditions de sa compatibilité. Donc, on a fait un travail sur le volet toxicologique, sur le volet de la biodisponibilité des nutriments, parce que les sources de nutriments animales ont un intérêt évident par rapport aux sources végétales, et donc ça, il faut qu'on l'intègre dans nos modèles. Donc l'intégrer dans nos modèles, ça veut dire mettre des équations comme ça dans les modèles de programmation linéaire. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Je suis désolée, j'ai un peu dépassé, et merci pour vos questions. Merci Nicole.